Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pendant la guerre froide, l'URSS a construit des machines étranges, audacieuses et secrètes, démontrant jusqu'où les ingénieurs soviétiques étaient prêts à repousser les limites. Des sous-marins volants aux avions aussi massifs que des chars d'assaut, en passant par des projets navals fantômes et des navettes spatiales oubliées, désormais abandonnées dans le désert, nous vous présentons aujourd'hui 20 machines soviétiques que la Russie a cachées au monde entier. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Au cœur de la steppe kazakh, dans un hangar délabré du cosmodrome de Baïkonour, gisent les vestiges du plus grand reste spatial de l'Union soviétique. La navette spatiale Buran fut jadis le fleuron de l'ingénierie soviétique, conçue pour rivaliser avec la navette spatiale de la NASA dans le cadre de l'ambitieux programme Energia Buran. En 1988, Buran effectua son unique vol, entièrement inhabité, bouclant 2 orbites autour de la Terre avant d'atterrir de manière totalement automatique. Ce chef-d'œuvre technologique prouva que les soviétiques maîtrisaient les vols spatiaux réutilisables. Mais avec l'effondrement de l'URSS au début des années 90, les financements s'évaporèrent et la flotte de Buran fut abandonnée sur place. Aujourd'hui, 2 navettes reposent encore dans un hall d'assemblage en ruine, leurs coques jadis blanches désormais recouvertes de poussière et de graffiti. Le toit s'effondre, les murs se dégradent et le silence règne dans ce qui fut jadis un temple de l'ambition soviétique. Les explorateurs urbains le décrivent comme une capsule temporelle figée. Panneaux de commande intacts, outils éparpillés et affiches décolorées des années 80 encore accrochées au mur. Le programme Buran s'est officiellement achevé en 1993, mais son esprit plane encore sur les hangars oubliés où le temps et la dégradation ont transformé des navettes futuristes en vestiges poussiéreux. Numéro 19. Sur la côte nord glaciale de la Norvège, les vagues s'écrasent contre la coque d'acier tordue de ce qui fut jadis l'un des navires de guerre les plus prestigieux de la marine soviétique, le croiseur Mourmansk. Lancé en 1955 au sein de la redoutable classe Sverdlov, le Mourmansk servit dans la flotte du Nord au plus fort de la guerre froide. Conçu pour la domination, il était armé de 12 canons de 152 mm et patrouillait les mers arctiques, symbole de la puissance soviétique. Après des décennies de service, le navire fut désarmé en 1994 et vendu à la ferraille. Mais un drame survint lors de son dernier voyage vers le chantier de démolition en Inde. Une tempête en mer de Barents rompit les câbles de remorquage, laissant l'imposant croiseur à la dérive jusqu'à son échouement près du village isolé de Sorvert. Il y demeura rouillé, à moitié submergé, fantôme de la guerre froide échoué sur des rivages étrangers. Pendant des années, le Mourmansk s'est dressé comme une silhouette fantomatique sur le ciel arctique, visité par les habitants et fréquenté par les oiseaux marins. Il est devenu un étrange monument à la grandeur perdue de la flotte soviétique jusqu'à son démantèlement progressif en 2012, mettant fin à près de 20 ans de délabrement dû à la glace. Numéro 18. Le long de la côte arctique russe se trouve l'un des héritages les plus secrets et les plus dangereux de la guerre froide, les cimetières de sous-marins de la péninsule de Kola. Jadis la fierté de la flotte du Nord, ces ports abritent aujourd'hui des dizaines de sous-marins nucléaires abandonnés, dont beaucoup contiennent encore des matières radioactives scellées dans leurs coques, rongées par la corrosion. La péninsule de Kola près de Mourmansk fut jadis le cœur de la puissance navale soviétique. Pendant la guerre froide, plus de 200 sous-marins nucléaires y étaient stationnés, prêts à dominer les eaux arctiques. Mais après l'effondrement de l'URSS, les financements pour leur entretien et leur démantèlement disparurent. Les sous-marins furent laissés à l'abandon dans les bassins gelés, leurs réacteurs se corrodant lentement et fuyant dans les eaux environnantes. Certains, comme le K-159, connurent une fin tragique. Ils coulèrent en 2003 lors d'une opération de remorquage en mer de Barents avec 2 réacteurs nucléaires encore à bord. D'autres reposent encore dans des criques cachées, recouverts de glace et de mousse. Les cimetières de la baie d'Andreïeva et de la baie de Saïda sont considérés par les experts comme parmi les concentrations de déchets nucléaires les plus dangereuses au monde. Les organisations environnementales alertent sur le fait qu'un seul réacteur fissuré ou un conteneur présentant une fuite pourrait contaminer de vastes zones de l'océan Arctique, engendrant d'immenses risques pour les populations et la faune sauvage. Pourtant, le problème demeure irrésolu. Trop coûteux à résoudre, trop dangereux pour être ignoré. Numéro 17. Au cœur des forêts de l'ex-Union soviétique, loin de toute agglomération, se dresse Douga, un gigantesque réseau radar et d'antennes datant de la guerre froide.
Souvent décrit comme une tour radio ou un poste d'écoute colossal, Douga n'était pas une antenne ordinaire, mais un élément d'un réseau radar d'alerte précoce soviétique ultra secret destiné à détecter les lancements de missiles nucléaires. Mis en service en 1976, il resta opérationnel jusqu'en décembre 1989. 2 installations furent construites, l'une près de Pripyat, dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, et l'autre dans l'extrême-orient sud. Le réseau de Tchernobyl culminait à près de 140 mètres de haut et s'étendait sur 900 mètres de long. Mais pourquoi une telle taille ? Radar transhorizon, il pouvait détecter les lancements de missiles au-delà de la courbure terrestre en réfléchissant les ondes radio sur l'ionosphère. Ces transmissions devinrent tristement célèbres parmi les opérateurs radio du monde entier. Un cliquetis répétitif surnommé le pic russe. Après l'effondrement de l'Union soviétique, le projet fut abandonné. Aujourd'hui, les tours sont toujours là, rouillées dans le silence radioactif des forêts de Tchernobyl, monument imposant témoignant d'une course aux armements technologiques brutalement interrompue. Numéro 16. Le Mil Mi-10, dérivé du Mi-6, était un symbole de l'ambition soviétique. Une grue volante entrée en service en 1963 sous le nom de code OTAN Ark. Son apparence inhabituelle attira immédiatement l'attention. Un long train d'atterrissage sur pilotis lui permettant de faire du surplace au-dessus de sa charge et de la soulever verticalement. Certaines versions, comme le Mi-10K, étaient même équipées d'une nacelle d'observation sous l'appareil, permettant aux pilotes de voir directement en dessous pendant les opérations de levage. Mesurant environ 32,8 mètres de long, avec un diamètre de rotor d'environ 35 mètres et une masse maximale au décollage de 43,7 tonnes, il ne s'agissait pas d'un hélicoptère ordinaire. Le Mi-10 était utilisé par l'armée soviétique pour le transport lourd et également dans le cadre de projets de construction civile. Il illustrait les progrès réalisés par l'URSS dans le développement d'aéronefs de transport super lourds, des grues volantes capables de transporter des structures ou des véhicules entiers par les airs. Pourtant, ce modèle est resté rare, seuls 55 exemplaires environ ont été construits entre 64 et 69. Le Mi-10 témoigne que toutes les inventions soviétiques ne concernaient pas les missiles et les sous-marins. Numéro 15. Sous les eaux glacées de l'Arctique repose le K-84 Yekaterinburg, l'une des créations les plus redoutables et tristement célèbres de la marine soviétique. Appartenant à la classe Delta IV de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins balistiques, il fut conçu dans un seul but, survivre et riposter. Long de plus de 150 mètres, l'Yekaterinburg emportait 16 missiles balistiques intercontinentaux, chacun capable d'emporter plusieurs ogives, en somme, un véritable destructeur de villes, capable de patrouiller silencieusement sous la mer pendant des mois. Lancé en 1985, il patrouilla les eaux les plus froides du globe pendant des décennies, représentant une menace constante à la fin de la guerre froide. En 2011, le navire amiral de la flotte du Nord fut le théâtre d'un terrible accident en temps de paix. Lors d'une opération de maintenance à Rosliakovo, un incendie se déclara et se propagea vers la proue, zone où se trouvent habituellement les silos de missiles. Les sources officielles ont affirmé que les missiles avaient été retirés au préalable, mais de nombreux experts restent sceptiques. Pendant des heures, une épaisse fumée a envahi l'atmosphère arctique et les détecteurs de radiation de Mourmansk, ville voisine, ont enregistré des pics. Si les flammes avaient atteint les compartiments des missiles, la catastrophe aurait pu être pire que Tchernobyl. L'incendie a finalement été maîtrisé, mais l'Yekaterinburg a été gravement endommagée. Dans le plus grand secret, elle a été réparée et remise en service discrètement, tandis que de nombreux détails de l'incident ont été dissimulés sous le couvert du secret militaire. Numéro 14. En matière de puissance de feu démesurée durant la guerre froide, peu de machines sont aussi extrêmes que le 2B1 OK. Ce monstrueux mortier lourd automoteur était conçu pour projeter des obus de 420 mm sur des dizaines de kilomètres, potentiellement avec une charge nucléaire. Construit sur un châssis dérivé du char lourd T-10 Object 273, il pesait environ 55 tonnes et son canon mesurait plus de 20 mètres. Avec une cadence de tir d'environ un obus toutes les 5 minutes, il était loin d'être une artillerie ordinaire. Développé au début des années 50 dans le cadre d'un programme d'artillerie nucléaire, l'objectif était de déployer une arme mobile capable de tirer des obus nucléaires tactiques en profondeur en territoire ennemi. Le recul et le caractère totalement impraticable ont finalement condamné le projet qui a été annulé en 60. Malgré cela, l'OK reste un symbole de l'ambition soviétique de construire des machines d'une taille terrifiante. Imaginez un véhicule chenillé de la taille d'un immeuble, armé d'un canon plus long qu'un camion et d'obus pesant des centaines de kilogrammes, conçu pour rendre la dissuasion physiquement visible.
Numéro 13. Éparpillés sur les vastes étendues russes entre forêts et plaines gelées, gisent les vestiges fantomatiques de la puissante aviation soviétique. Des centaines d'hélicoptères et d'avions à réaction, abandonnés, rouillent désormais là où ils étaient stationnés. Ces cimetières d'hélicoptères sont des champs d'acier et de décomposition, un musée à ciel ouvert post-industriel de la guerre froide. L'un des sites les plus connus se trouve près de Saint-Pétersbourg, sur l'aérodrome de Gorelovo, une vaste zone de stockage remplie de rangées de Mi-2, de Mi-8 et même de K-27. Jadis, ces appareils transportaient des soldats, du fret et effectuaient des missions de patrouille. Aujourd'hui, ils se corrodent. Vitres de cockpit fissurées, pales de rotor tordues et étoiles rouges délavées par la rouille et la mousse. Les habitants disent qu'on peut encore sentir l'huile et le liquide hydraulique par temps chaud, comme s'ils allaient s'envoler à nouveau. Après l'effondrement de l'Union soviétique, de nombreuses bases furent abandonnées du jour au lendemain. La maintenance cessa, les pièces furent démantelées et les technologies secrètes furent livrées aux intempéries. Certains aérodromes se sont transformés en décharges où les mécaniciens récupéraient des pièces détachées, tandis que d'autres sont devenus des destinations prisées des photographes urbex. Vues par satellite, ces décharges ressemblent à des flottes figées, rotors et ailes formant des motifs géométriques sur des pistes fissurées, un monument involontaire à la surproduction soviétique, des milliers d'avions assemblés pour des guerres qui n'ont jamais eu lieu. Numéro 12. Ce qui rend Smyrnik si étrange, c'est son isolement à l'extrême frontière russe, loin du Kremlin, où les tensions de la guerre froide étaient à leur comble. Sur l'île de Sakhalin, balayée par les vents, plus proche du Japon que de Moscou, la base aérienne de Smyrnik se dresse, témoin silencieux de la puissance aérienne soviétique. Jadis peuplée d'intercepteurs destinés à contrer les bombardiers américains, elle n'est plus aujourd'hui qu'une prairie brumeuse et des hangars, tels les monuments commémoratifs d'une époque révolue. L'histoire de Smyrnik remonte au début du XXe siècle, sous contrôle japonais. Après la Seconde Guerre mondiale, les soviétiques en prirent le contrôle et la transformèrent en base aérienne stratégique. Pendant la guerre froide, elle abritait des Yak-28P Firebar, puis des MiG-23 Flogger, au sein d'une ceinture défensive le long de la frontière pacifique. Leur mission, surveiller le ciel de la mer d'Okhotsk et suivre les porte-avions américains. Pendant des décennies, cette base isolée fut l'un des yeux de l'Union soviétique sur le Pacifique, un lieu rarement visité par les civils. Après la chute de l'URSS, elle perdit rapidement toute utilité. Les avions ont disparu, le personnel est parti et la nature a repris ses droits sur le tarmac. Des visiteurs de Sakhalin rapportent avoir trouvé des MiG abandonnés, dépouillés de leurs pièces, des cockpits recouverts de givre et des insignes soviétiques délavés, encore visibles sous d'épaisses couches de crasse. Numéro 11. Découvrez l'une des machines les plus étranges de la guerre froide, le 1K-17 Zati, une arme laser soviétique autopropulsée montée sur un châssis de char lourd. Au lieu de tirer des roquettes ou des obus, ce véhicule était conçu pour neutraliser les systèmes optiques et électroniques ennemis grâce à des faisceaux laser concentrés. Développé à la toute fin de l'ère soviétique, un seul prototype fut construit. Basé sur une plateforme de char modifiée, apparentée à la famille des T-80 ou similaires, le système pesait environ 41 tonnes. Sa tourelle abritait une douzaine de lasers à semi-conducteurs de haute puissance destinés à aveugler ou détruire les capteurs, les dispositifs de vision nocturne et les systèmes de guidage. L'objectif était de neutraliser le ciblage ennemi avant même d'avoir recours aux armes conventionnelles. En pratique, le projet était ultra secret, d'un coût prohibitif et d'une complexité technique extrême. Après l'effondrement de l'Union soviétique, seules des photographies et quelques pièces de musée ont révélé son existence. Selon certains rapports, les composants optiques, lasers rubis ou autres cristaux rares étaient si avancés que la maintenance ultérieure est devenue impossible durant les années 90, marquées par le chaos. Numéro 10. L'ancien porte-avions soviétique Minsk, de la classe Kiev, repose désormais à l'abandon dans un lagon artificiel en Chine. Construit dans les années 70 pour la flotte soviétique du Pacifique, le navire fut désarmé après l'effondrement de l'URSS, puis vendu. Mis en service en 78, le Minsk servit dans la marine soviétique avant de devenir une attraction touristique en Chine. Au début des années 2000, il fut transformé en parc à thème Minsk World à Shenzhen. Le parc finit par fermer ses portes et le navire fut déplacé dans un lagon près de Nantong, sur le fleuve Yangtze, où il gît aujourd'hui en grande partie à l'abandon.
Imaginez un immense porte-avions qui jadis sillonnait les océans avec ses avions de chasse et ses hélicoptères, désormais amarrés dans des eaux peu profondes, rouillant en silence parmi des grues brisées et une végétation envahissante. Les explorateurs urbains qui y sont montés décrivent des scènes étranges, vieux avions de chasse, lanceurs de missiles, peintures écaillées et vitres fissurées. Un incendie survenu en août 2024 a causé des dégâts encore plus importants, assombrissant davantage l'avenir incertain du navire. Numéro 9. Rares sont les avions de l'histoire de l'aviation à avoir une allure aussi bizarre ou aussi maudite que le M15 Belphégor. Baptisé d'après le démon de l'invention et de la paresse, ce biplan disgracieux était la tentative étrange de l'Union soviétique, durant la guerre froide, de fusionner la technologie des avions à réaction avec l'agriculture. Dans les années 70, l'URSS cherchait un remplaçant pour son avion agricole AN-2 vieillissant. Mais au lieu de concevoir un appareil simple, les ingénieurs de PZL Milek, en Pologne, sous supervision soviétique, décidèrent de construire le premier biplan à réaction au monde. Le résultat fut le M15, un engin métallique extravagant, avec 2 ailes superposées, un fuselage bulbeux et un énorme réacteur monté au-dessus du cockpit, crachant des gaz d'échappement au-dessus de la tête du pilote pendant qu'il épandait de l'engrais sur les fermes soviétiques. Révolutionnaire sur le papier, désastreux en pratique. Le moteur consommait énormément de carburant, produisait un bruit assourdissant et engendrait de telles turbulences qu'une pulvérisation précise devenait impossible. La chaleur dégagée brûlait parfois même les produits chimiques avant qu'ils n'atteignent le sol. Les agriculteurs plaisantaient en disant que Belphégor fertilisait les nuages, pas les récoltes. Seuls 175 exemplaires environ furent construits et au milieu des années 80, la plupart étaient hors service, preuve que même les démons de l'innovation ont leurs limites. Numéro 8. Peu de machines de la guerre froide furent aussi ambitieuses, étranges voire surréalistes que les cranoplanes de classe Lune et plus particulièrement le MD-160, unique exemplaire jamais achevé. Le terme écranoplane désigne un aéronef à effet de sol qui plane au ras de l'eau, utilisant la portance aérodynamique créée par ses ailes. L'Union soviétique le construisit comme une version armée de prototypes antérieurs, tels que le monstre de la mer Caspienne. Le MD-160 mesurait environ 73 mètres de long et était propulsé par 8 imposants turboréacteurs Kuznetsov NK-87 montés sur ses plans canards avant. Ce qui rendait cet appareil si étonnant, c'était son arsenal, 6 missiles anti-navires P-270 Moskit. Il était également capable de raser les vagues à grande vitesse, invisibles au radar. Conçu pour des attaques surprises contre les navires ennemis, il volait vite et à basse altitude pour échapper à la détection. Un seul exemplaire est entré en service en 87 et a été retiré du service à la fin des années 90, mais sa légende perdure. Numéro 7. Le Bartini Beriev VVA-14 demeure l'un des avions les plus étranges et les plus visionnaires jamais construits par l'Union soviétique. Imaginé au début des années 70 par Robert Bartini, un concepteur soviétique d'origine italienne dont l'imagination devançait souvent la technologie de son époque, cet appareil était destiné à détecter et détruire les sous-marins nucléaires américains pendant la guerre froide. Le VVA-14 était un avion amphibie capable d'opérer depuis la mer, les airs et la terre, conçu pour décoller verticalement sans piste. Son fuselage profilé et arrondi était positionné entre 2 énormes flotteurs et ses ailes utilisaient l'effet de sol pour générer une portance supplémentaire juste au-dessus de la surface de l'eau. En théorie, il pouvait faire du surplace comme un avion à décollage et atterrissage vertical, à dave, ou raser la mer comme un écranoplane. La conception prévoyait 12 réacteurs de sustentation dissimulés dans le fuselage pour le décollage vertical, ainsi que 2 gros turboréacteurs à l'arrière. Malheureusement, les réacteurs de sustentation ne furent jamais livrés et l'avion ne réalisa jamais son potentiel à dave. Seuls 2 prototypes furent achevés et après la mort de Bartini en 1974, le projet fut abandonné. Malgré sa courte existence, les vols d'essai ont prouvé qu'il pouvait voler comme un hydravion rapide, atteignant des altitudes de 8000 mètres et des vitesses supérieures à 760 km/h. Finalement abandonné, un prototype survivant repose désormais dans un musée, rongé par la corrosion. Un vestige poignant d'un rêve qui visait à conquérir les airs, la terre et la mer. Numéro 6. Teriberka, village de pêcheurs isolé sur la côte de la mer de Barents, dans la région de Mourmansk, abrite l'un des sites les plus étranges de Russie, le cimetière de navires. Situé à environ 130 km au nord-est de Mourmansk, Teriberka est mentionné pour la première fois en 1523 comme campement de pêche saisonnier
et devient un village permanent à la fin du 19e siècle. À son apogée, il était prospère avec des usines de transformation du poisson, un phare, une église et même des élevages de rennes. Le film Léviathan, sorti en 2014, a attiré l'attention internationale sur la région pour sa beauté austère et envoûtante. Dans le vieux Teriberka, une douzaine de navires en bois abandonnés gisent à moitié, enfouis dans la toundra et la glace, leurs coques fondues rouillant sur l'eau. Ces épaves datent du déclin de la pêche côtière soviétique dans les années 60, lorsque les flottes ont migré vers des ports plus importants et que les petits bateaux ont été tout simplement laissés sur place. Aujourd'hui, ces épaves forment un tableau fantomatique, leurs côtes émergent de l'eau gelée, se détachant sur un ciel gris balayé par des vents violents. Le site moderne de Teriberka se divise en deux parties, la vieille Teriberka en ruine et la nouvelle Teriberka, l'Odenoï, plus active. Les épaves sont librement accessibles et attirent photographes et explorateurs fascinés par ce paysage post-apocalyptique. Accessible en 3h30 de route ou en excursion depuis Mourmansk, le site est à couper le souffle, aussi bien sous le soleil de minuit en été que sous les aurores boréales en hiver. Numéro 5. Le Kalinin K-7 était l'un des avions les plus audacieux jamais construits, une forteresse volante tout droit sortie d'un roman de science-fiction. Conçu au début des années 30 par le concepteur soviétique Konstantin Kalinin pour démontrer la puissance technologique d'une jeune industrie aéronautique, il surclassait la plupart des appareils de son époque. Le K-7 était doté de 2 poutres de queue fixées à une aile centrale gigantesque de près de 53 mètres d'envergure et de plus de 2 mètres d'épaisseur, offrant un espace intérieur pour les passagers, l'équipage et même des couchettes. 6 gros moteurs étaient montés à l'avant, rejoints plus tard par un 7e à l'arrière, et l'avion pouvait transporter 120 passagers ou 9600 kg de bombes. Son train d'atterrissage colossal et ses nacelles sous les ailes abritaient des tourelles de mitrailleuses et des réservoirs de carburant, lui donnant une allure insectoïde. Lors des vols d'essai de 1933, les spectateurs le surnommèrent un immeuble ambulant, si imposant qu'il semblait impossible qu'il puisse voler. Le rêve s'est brisé le 21 novembre 1933, lorsque l'empennage a cédé sous l'effet des vibrations du moteur lors d'un essai près de Kharkiv. L'accident a coûté la vie à 14 des 20 personnes à bord. Le programme a été interrompu, puis officiellement abandonné en 1935. Numéro 4. Le projet Équipe était un projet soviéto-russe visant à développer un aéronef multifonctionnel à aile volante capable d'atterrir sur l'eau ou sur des terrains non préparés grâce à un système de coussins d'air. Conçu par Lev Nikolaïevitch Chouchkine et le groupe Équipe à la fin des années 70, les premiers prototypes sont apparus en 78. Dans les années 80 et au début des années 90, au moins une maquette, le L1, a été construite, suivie du L2-3, aujourd'hui exposé. Son fuselage elliptique, en forme de soucoupe, lui a valu le surnom de soucoupe volante, tandis que son fuselage épais lui conférait une portance accrue et une capacité d'atterrissage sur terrain accidenté. Destiné au transport de passagers ou de fret, potentiellement pour la logistique militaire, sans dépendre des aéroports, le projet a été interrompu par des problèmes de financement, des difficultés techniques et l'effondrement industriel soviétique des années 90. Il n'a jamais atteint le stade opérationnel, mais reste un exemple frappant de pensée latérale dans le domaine aérospatial, né de l'ambition soviétique. Numéro 3. L'A-90 Orlyonok Aigle de mer était un aéronef soviétique à effet de sol qui rasait la surface de l'eau pour transporter rapidement troupes et matériel et pouvait également décoller depuis la terre ferme. Conçu par Rostislav Alexeyev et le Bureau central d'études des hydroptères, le premier prototype effectua son vol inaugural en 1972 et les appareils de série entrèrent en service en 1979. D'une longueur d'environ 58 mètres, d'une envergure de 31,5 mètres et d'une masse maximale au décollage d'environ 140 000 kg, il était équipé de réacteurs à l'avant, d'un turbopropulseur à l'arrière et d'un train d'atterrissage amphibie pour les débarquements sur les plages. Il pouvait transporter jusqu'à 150 personnes ou 28 000 kg de fret et opérer au-dessus des eaux côtières et de la haute mer, atterrissant dans des vagues d'environ 2 mètres sans perdre sa stabilité. Seuls quelques exemplaires, probablement 3 ou 4, ont été construits et le programme s'est terminé au début des années 90. Numéro 2. Le projet Zveno était un programme d'aviation expérimentale soviétique lancé en 1931 sous la direction de l'ingénieur Vladimir Vakhmistrov au NII-VVS.
L'idée principale était d'attacher un ou plusieurs petits chasseurs parasites à un bombardier porteur plus imposant. L'ensemble décollait ensemble, les chasseurs se détachaient pour attaquer les cibles, puis revenaient indépendamment. Une version d'essai notable, Zveno 2, utilisait un bombardier lourd Tupolev TB3 avec 3 chasseurs Polikarpov I-5 montés sous les ailes et le fuselage. Les objectifs comprenaient l'augmentation du rayon d'action des chasseurs, la protection des bombardiers et l'apport d'une poussée supplémentaire lors des décollages lourds. Des concepts d'attaque en piqué depuis l'avion porteur furent également explorés. Le système fut testé et même brièvement utilisé au combat en 1941 lorsque des TB3 transportèrent des chasseurs I-16 pour frapper des raffineries de pétrole roumaines. Finalement, cette approche s'avéra complexe et lourde sur le plan logistique et fut supplantée par des avions conventionnels plus performants et de véritables chasseurs à long rayon d'action. Numéro 1. Le char Tsar était un véhicule blindé expérimental de l'Empire russe, développé entre 14 et 15 par l'ingénieur Nikolai Lebedenko et son équipe. Doté de 3 roues, 2 gigantesques roues avant d'environ 9 mètres de haut et une petite roue arrière, il pesait environ 60 tonnes et mesurait 18 mètres de long sur 12 mètres de large. Propulsé par 2 moteurs Maybach provenant d'un dirigeable allemand, il était conçu pour franchir de larges tranchées et percer les fortifications grâce à ses roues énormes, la petite roue arrière assurant la direction. Les essais menés vers 1915 se soldèrent par un échec cuisant, la roue arrière s'enlisa dans la boue. Vulnérable à l'artillerie et peu mobile, le char Tsar fut abandonné en septembre 1915 et le prototype fut mis au rebut vers 1923. Il devint le symbole des ambitions démesurées de la guerre moderne naissante, une expérience audacieuse qui, bien qu'ayant échoué, continue de fasciner. Avez-vous déjà vu une machine soviétique? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.